Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du Futur. Au sommaire, on ouvre avec notre focus comme toujours, raconter le monde autrement. Armée de sa caméra, c'est le choix de Camille Courcy, journaliste et réalisatrice. Elle se rend sur des terrains sensibles pour donner à voir et comprendre ce que l'on ne montre pas toujours. Son portrait est à découvrir dans un instant. Et puis s'il y a bien un moment que tout le monde a déjà vécu ou vivra un jour, c'est celui de la recherche d'emploi. Un CV, une lettre de motivation, un entretien, un passage obligé, souvent synonyme d'incertitude, fastidieux, qui demande organisation et rigueur pour espérer décrocher le sésame. Rien de réjouissant, me direz-vous, jusque-là. Mais c'était sans compter sur notre invité du jour qui a mis au point une méthode pour aider les jeunes à décrocher un stage, une alternance ou un emploi plus vite et plus efficacement que jamais. Et c'est Nicolas Dezeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Assure ton avenir. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers des reportages engagés, un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour et elle est présentée aujourd'hui par Dylan Coller. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, quoi, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Allez, sur un tout autre sujet, des dizaines de candidatures envoyées et parfois aucune réponse. Le phénomène semble de plus en plus répandu, à en croire les nombreux témoignages sur LinkedIn. Alors comment l'expliquer? Trop de candidats pour trop de postes, des recruteurs débordés ou bien des candidats trop peu préparés aux règles du recrutement. Une chose est sûre, candidater pour un emploi ou un stage n'a jamais été chose simple et aujourd'hui ça l'est peut-être encore moins qu'avant. Alors pour espérer tirer son épingle du jeu, une chose devient essentielle, la préparation. Et vous allez le voir, c'est précisément le sujet de notre émission. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un expert de ce sujet, c'est Nicolas Dezeuvre, fondateur de Assure ton avenir. Alors pour commencer Nicolas, on va aller au plus simple. Peut-être nous expliquer en quelques mots ce qu'est Assure ton avenir. Bien sûr, Assure ton avenir, c'est une entreprise qui a pour vocation à aider les candidats justement en recherche de stage, alternance, emploi, avec des méthodes nouvelles, avec de l'intelligence artificielle, avec une présence sur LinkedIn qui va être beaucoup plus poussée au-delà de l'envoi de CV, de lettres de motivation et de réponse aux offres en ligne où il y a une concurrence qui est juste monstrueuse et de faire en sorte justement que les candidats
optimisent leur temps puisque c'est la ressource la plus précieuse aujourd'hui pour tout le monde et notamment pour les candidats et du coup essayer de leur proposer les stratégies les plus efficaces possibles pour qu'ils trouvent en un laps de temps réduit tout simplement. Alors concrètement, vous avez répondu à une problématique finalement, c'est celle que beaucoup de jeunes rencontrent, c'est-à-dire j'envoie des dizaines et des dizaines de CV, je perds du temps effectivement quelque part et puis je me retrouve aussi parfois sans réponse et ça a été votre cas un jour, n'est-ce pas? C'est la genèse finalement de ce projet. Exactement, en 2014, donc je débute ma première recherche d'alternance, aucune expérience sur le marché de l'emploi et puis je me confronte très vite à des refus, à des non-retours. J'envoie à peu près 350 candidatures en 4 mois, j'arrive à avoir 3 entretiens par miracle et je finis par trouver à 2 jours de la deadline, c'était le 29 août, un vendredi je crois, et puis la rentrée c'était le lundi, donc énormément de chance, en plus dans une entreprise qui était à 500 mètres de chez moi, donc comble de la blague quoi. Et je me suis dit mais j'ai failli perdre 1 an, enfin, perdre c'est un bien grand mot, mais en tout cas remettre mes études à plus tard. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je me forme parce que je savais que j'irais plus loin dans les études. Donc, il fallait que je me forme pour ne plus galérer sur cette période-là parce que la recherche d'alternance d'emploi, on y est confronté régulièrement. Et donc, j'ai commencé à utiliser LinkedIn à l'époque, entre 2014 et 2017, puisque j'ai fait 3 ans dans cette société. Et à me former tout seul, en fait, à aller à des salons, à aller questionner des recruteurs et essayer de comprendre un petit peu comment se démarquer, tout ce qui est candidature spontanée. Et donc, après, j'ai mis ça en place. En 2017, j'ai eu 70 opportunités en 3 semaines pour ma dernière année d'alternance. Et en 2018, une centaine d'opportunités en 1 mois avec cette même méthode. Et j'ai commencé à donner des conseils gratuitement sur LinkedIn. Et rapidement, ça a pris. J'ai eu 5 000, 10 000 personnes qui m'ont suivi. Certaines qui m'ont dit, si tu crées une prestation tarifée pour nous aider individuellement, moi, je suis prêt à te suivre. Et en fait, ça a démarré comme ça. Voilà. Bon, alors... Justement, en parlant de LinkedIn, je le disais en introduction de cette émission, on a l'impression que les messages se multiplient de jeunes qui sont dans un désarroi total à l'idée de ne pas trouver d'emploi. Est-ce que vous diriez que la difficulté, finalement, elle est nouvelle ou alors elle est juste peut-être plus médiatisée? C'est pas forcément l'état du marché, lui, il n'a pas tellement changé. Le marché est plus compliqué qu'il l'a été quand même. Il est plus compliqué qu'il l'a été. Je pense qu'il y a une incertitude au niveau politique aujourd'hui qui fait que les entreprises ne savent pas trop sur quel pied danser au niveau des recrutements. Certaines préfèrent recruter peut-être des alternants qui vont coûter moins cher, mais leur donner des tâches finalement que presque un CDI pourrait faire, malgré le fait qu'un alternant est moins présent en entreprise qu'un CDI. Il y a les réseaux sociaux amplifient cet effet-là, notamment via TikTok et même d'autres, où les messages se multiplient. Ce sont des posts souvent qui font énormément de vues et les commentaires font que... Très engageant, oui. Voilà, exactement. Mais il y a aussi, je pense, un flou, notamment actuellement et depuis 1 an à peu près, qui fait que les entreprises sont très frileuses à l'idée de recruter sur de l'emploi long terme. Alors, le baromètre Hello Work 2025 est sorti récemment et il a une nouvelle fois démontré que le repli de l'emploi, il va frapper en priorité les jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ça soit eux qui trinquent en premier ? Comme je le disais, il y a ce côté où les entreprises préfèrent peut-être recruter en alternance pour l'instant et non pas sur de l'emploi temps plein. Donc forcément, c'est des personnes qui sortent d'études qui ont 26, 27 ans. Il y a aussi des personnes en reconversion qui cherchent une alternance et donc qui vont coûter moins cher peut-être pour une maturité égale. Donc ça entre en compte. Il y a les manières de faire. Voilà, de postuler. Aujourd'hui, on parle encore de lettre de motivation. Pour moi, c'est hallucinant qu'aujourd'hui, on parle encore de ça. Ça ne devrait plus exister depuis des années. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent aux candidats qu'on accompagne, c'est qu'en réalité, ils sont sur une autoroute. Tout le monde envoie les mêmes documents, les mêmes candidatures, ils sont dans les bouchons et espèrent avoir un retour différent. Des fois, sur LinkedIn, on voit pour une offre, on voit le nombre de candidatures envoyées, on voit une centaine, 150 CV qui sont envoyés, une pile, et on espère être tiré au sort, en gros, dans cette pile-là. Donc, il y a vraiment une notion d'innovation qui est hyper importante aussi. Et l'école ne nous prépare pas forcément à ça, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Alors, vous avez commencé à l'aborder, mais bien entendu, il y a les difficultés du marché. Mais quels sont les autres éléments qui peuvent entrer en considération, représenter des freins dans la recherche d'emploi? Là, vous avez parlé du fait que l'école ne prépare pas finalement. C'est un véritable angle mort éducatif de justement se préparer à postuler. Il y a aussi, je pense à d'autres éléments comme le cercle familial. Ouais, c'est ça. Alors le premier pour moi, effectivement, c'est cette notion de stratégie, de méthode qui ne nous prépare pas. On a aujourd'hui c'est mon ressenti personnel, mais des cours sur des choses qui finalement peuvent être futiles à première vue, mais pourtant se préparer au marché de l'emploi, apprendre à procéder différemment, à prendre la parole sur LinkedIn, à ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, apprendre à se vendre, à s'exprimer. Ce sont des choses qui sont absolument essentielles aujourd'hui. Et pour moi, ça devrait être enseigné bien plus tôt que ça. Et donc ça, c'est un vrai problème. À partir de quel âge ? Je
ne sais pas s'il y a un âge en particulier, mais en tout cas, quand déjà on arrive peut-être collège-lycée, l'importance de la confiance en soi, le fait de travailler là-dessus, le fait de prendre la parole, peut-être de mettre en place du théâtre, des choses comme ça qui aident énormément, ça pourrait débloquer des freins. Et aujourd'hui, malheureusement, un candidat qui est excellent techniquement, mais qui ne sait pas se vendre, va se faire manger par un candidat qui l'est moins, mais qui derrière a une faculté à s'exprimer, qui fait qu'il va convaincre la personne en face et surtout avoir la bonne posture en posant des questions, en prenant des notes, en préparant des réponses aux questions qui vont être posées, puisque la réussite d'un entretien se joue à 80% dans sa préparation. Et ça, c'est une notion de posture. Et ça, on arrive comme moi en 2014, je suis arrivé et je me suis trouvé complètement face à un mur, quoi. Alors, vous avez développé donc une méthode bien spécifique, la méthode ATA. Qu'est-ce que c'est ? Alors, très concrètement. ATA, c'est pas très compliqué, c'est assure ton avenir. Voilà, je me suis pas pris la tête là-dessus, j'ai plus mis d'énergie sur la méthode en elle-même. C'est simplement le fait de dire on arrête de répondre aux offres en ligne, ça ne marche pas, on arrête de faire des lettres de motivation, ça ne marche pas. Et en même temps, c'est obligé, c'est obligatoire. Absolument pas. En aucun cas, nous, depuis 2020, on a aidé à peu près 2200 candidats. Il n'y en a pas un seul qui a fait une lettre de motivation. On parlera peut-être derrière de la manière dont on accompagne, mais on a un serveur Discord où le mot lettre de motivation est considéré comme une insulte. Voilà. Donc ça, c'est interdit. Non, aujourd'hui, c'est une méthode en fait qui consiste à gagner à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer des candidatures spontanées, on utilise des outils qui permettent de faire du publipostage en masse, mais de manière personnalisée. C'est pas on envoie à tout et n'importe qui. On cible d'abord. Et ensuite, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 1, 2, 3 personnes de l'entreprise pour laquelle on a envoyé une candidature spontanée sur LinkedIn en contact. Ce qui fait que même si on est recalé à la candidature spontanée, où il n'y a pas de concurrence puisque c'est du spontané, même si 9 fois sur 10 on va se prendre une porte, c'est pas grave parce qu'on fait du volume, on va avoir les gens sur LinkedIn qui vont nous ajouter. Et donc sur du moyen long terme, quand on va mettre en place une stratégie de publication pour se rendre visible sur LinkedIn, puisque pour moi les candidats doivent publier sur LinkedIn, avoir un profil et être invisible, ça ne sert à rien, ou commenter, entrer en relation avec les gens, et bien en fait, au fil du temps, les gens que vous avez ajoutés ici, même si vous êtes recalé à l'offre, vont pouvoir voir vos publications, rediscuter avec vous et vous les relancer également par un autre canal que l'email. Et donc, en fait, avec ça, ça crée un effet boule de neige réseaux sociaux et vous gagnez à court, moyen et long terme. Mais alors, ça veut dire que cette méthode, finalement, elle va fonctionner pour tous les secteurs d'activité ? Oui, ça fonctionne pour tous les secteurs et même à l'étranger. Nous, on a des candidats aujourd'hui qui sont en Suisse. On a des candidats, même qu'on a aidé au Canada, très peu, mais on en a quelques-uns. Pour des VIE aussi, même si la majorité, ça reste de l'alternance et du CDI. Mais en fait, on parle d'outils mondiaux. Quand on parle de candidature spontanée, on parle d'email et notamment de Gmail, puisque on plug des extensions Chrome avec Gmail, donc on ne peut pas utiliser un autre outil. Et LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un outil qui est mondial aujourd'hui. Donc en fait, la méthode s'applique absolument à tous les niveaux. Et pour les corps de métier, on est moins sur des artisans, évidemment, plutôt des professions orientées data, cyber, finance, marketing, RH, etc. Mais oui, ça s'applique à une large majorité parce que les outils peuvent être dupliqués en fonction de chaque métier, en fait. Alors, on va rentrer désormais dans le détail de votre méthode, mais d'abord sur la forme. Comment sont accompagnés vos apprenants ? Ce sont des leçons sous format vidéo, c'est ça ? On a une partie formation en ligne qui est optimisée au fil du temps avec différents modules. Il y a à peu près une dizaine d'heures de vidéos aujourd'hui, sur toutes les étapes de A à Z, tout ce qui tourne autour du CV, tout ce qui tourne autour du dossier de motivation, qui est un document que j'ai inventé, qui remplace la lettre de motivation et que j'ai déposée auprès de l'INPI, qui cartonne. Et puis, évidemment, sur LinkedIn, sur la partie stratégie de candidature, entretien, négociation, etc. Et en parallèle de ça, on a, donc, comme je le disais, un serveur Discord où il y a un chat toute la journée où les candidats peuvent poser leurs questions. Là, au moment où on se parle, il y a peut-être des questions qui ont été posées tout à l'heure. Et puis, j'ai du coaching aussi que je fais dans la semaine où les candidats peuvent se connecter telle une permanence, en fait. Et là, j'enregistre les séances, je réponds aux questions. Donc, c'est un moment de convivialité aussi où il n'y a plus cette notion de « je suis seul », parce que ça, on n'en parle pas assez, mais la solitude dans la charge de job, c'est terrible. Et les replays sont mis après dans la formation. Donc, ça rajoute du contenu en plus toutes les semaines. Et la touche finale qu'on a mis en place en lien avec l'intelligence artificielle, c'est que on a des assistants IA dans chaque module qu'on a paramétré qui permettent de valider les CV avant que moi je les regarde à la toute fin, mais au moins je sais que 95% est déjà bon, qui aide à préparer des posts LinkedIn, qui aide à préparer les entretiens, etc. Et on a aussi mon deuxième cerveau, on va dire, c'est-à-dire que j'ai mis à peu près 700 questions qui m'étaient posées là, depuis 5 ans dans une IA, et les candidats peuvent n'importe quel moment dans la journée, leur poser les questions et ça leur répond exactement ce que moi je leur aurais répondu. Voilà. Donc l'idée finalement c'est la flexibilité, il n'y a pas forcément un plan de progression fixe, les candidats peuvent aller récupérer des informations ça et là ou alors est-ce qu'ils doivent quand même suivre les modules ? Oui.
Et la chose, ils ne peuvent pas se connecter en coaching s'ils n'ont pas d'abord suivi le module. Parce que s'ils me demandent quand publier sur LinkedIn, alors que c'est le sujet de la vidéo 3 du module 4, je vais leur dire retourne dans la formation et après on discute. Mais effectivement, il y a une flexibilité qui fait que là, certains peuvent démarrer que le mois prochain, peuvent démarrer un petit peu plus tard, ou au contraire sont vachement en avance parce qu'ils sont à fond. Il n'y a pas de créneau ultra spécifique, sauf pour les coachings évidemment. Juste en un mot, parce qu'on va partir en pause, en moyenne, combien de temps pour suivre la formation ? Il y en a qui peuvent tout suivre et appliquer en une semaine, mais j'ai des candidats aussi qui me disent moi j'ai tout suivi et en fait ils ont regardé, mais si on regarde et qu'on n'applique pas, ça ne sert à rien. Donc on va dire en 2 bonnes semaines, en prenant son temps, on peut avoir suivi et appliqué et commencer à mettre en place la méthode ATA justement. On va continuer bien évidemment à parler d'Assure ton avenir en seconde partie d'émission et d'IA aussi, vous allez le voir, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le ZapTech. Et c'était la sélection de Dylan Kohler. Allez, en seconde partie d'émission, on continue à parler de la plateforme Assure ton avenir et également d'intelligence artificielle quand il s'agit du marché du travail et de la question de l'employabilité. C'est en seconde partie. Et c'est toujours avec mon invité Nicolas Dezeuvres, donc fondateur de la plateforme Assure ton avenir. Alors, on a abordé énormément de choses ensemble depuis le début de cette émission et on était en train de commencer à parler de votre méthode, à proprement parler, la manière dont elle fonctionne. Alors bien évidemment, on ne va pas avoir le temps de détailler chaque module, mais il y en a certains qui, quand même, me semblent importants d'aborder, notamment le CV qui reste, lui, un passage obligé. Alors, quelle est l'erreur la plus fréquente sur cet exercice ? L'erreur la plus fréquente, c'est le fait de ne pas l'optimiser pour passer ce qu'on appelle les ATS, Applicant Tracking
systèmes, ce sont des logiciels que les entreprises mettent en place sur leur plateforme pour filtrer les CV, c'est-à-dire que pour une candidature, pour une offre, vous allez avoir 100 candidatures. L'ATS va automatiquement en supprimer 90, 95 parce que la candidature ne matche pas avec l'offre par rapport à certains paramètres que je vais vous citer juste après. Et le candidat, des fois, reçoit une réponse automatique de refus à 22h02 alors qu'il a postulé à 22h. C'est pas que le recruteur fait des heures sup, c'est simplement que l'ATS lui a dit ton CV ne correspond pas, donc tu ne passerais pas à l'étape suivante. Et ce qui fait qu'à la fin, le recruteur n'a plus que les meilleurs CV vraiment à trier. Et par rapport à ça, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai pu dire avant, parce que nous, on est anti-réponse aux offres en ligne. Nous, on fait que du spontané, mais je réponds pour la plupart des candidats aujourd'hui qui postulent encore aux offres en ligne. Il faut l'optimiser ATS, c'est-à-dire qu'un CV, dans les bonnes pratiques, en tout cas, je crois qu'il y a plus de 150 ATS en France différents, donc c'est assez large, mais un ATS est paramétré pour trier un maximum de candidatures. Donc, il faut que ça colle le plus possible avec, justement, la candidature classique. Donc, il faut éviter d'avoir un CV en 2 colonnes, puisque l'ATS lit de gauche à droite. Donc, forcément, s'il commence à lire la première et qu'après, il arrive sur la rubrique formation, alors qu'au début il était sur les expériences, il va rien comprendre. Il faut éviter de mettre des images, des photos, des QR codes, des choses comme ça parce qu'il ne sait pas les lire. Les titres des rubriques doivent être très simples. Des fois, je vois des candidats qui mettent pour la rubrique compétences skill en anglais, faut savoir pour un petit jeu de mots. Il faut mettre compétences, qu'il faut savoir, la TS ne comprend pas. Donc il y a plein de choses comme ça et évidemment les mots-clés en lien avec l'offre d'emploi qui doivent matcher également. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur aujourd'hui. Et une deuxième, de manière générale, dans tous les CV qui soient ATS ou pas, c'est qu'en fait, les gens reprennent les trames qu'il y a sur les plateformes sur Internet, que tout le monde connaît, et en fait, ils n'ajoutent pas leur mobilité géographique. Une adresse n'est pas une mobilité. On peut habiter à Nantes et être mobile sur Angers, Rennes et aux alentours. Il faut l'indiquer, cette mobilité, la disponibilité, le type de contrat recherché. Toutes ces informations-là mettent des données chiffrées dans ces expériences professionnelles pour donner du volume à ce qu'on fait et faire en sorte que le recruteur se projette. Voilà, des erreurs qui sont faites constamment où il faut aller chercher plus loin que les simples trames qu'on trouve sur Internet. Bon, quelques mots aussi. L'un des points que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est votre fameux dossier de motivation, qui est une méthode que vous avez mise au point, un concept inédit. Vous nous l'expliquez ? Ouais, alors très simplement, la genèse de ça, qu'est-ce que c'est ? J'arrive sur Angers en 2020, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je connais personne, je me lance en micro-entreprise, j'ai pas d'ancienneté, pas de CDI, pas de stabilité, donc le profil un peu finalement pourri, si je peux dire ça comme ça, un profil sans expérience, pas vendeur pour un recruteur. Et je décide de dire comment je fais pour convaincre un banquier de m'accorder un crédit. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je crée un dossier bancaire et suite à ça, sur 8 banques, il y en a 6 qui me prêtent. Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose. Et j'ai décidé en rentrant chez moi, au lieu d'être content d'avoir le fait d'être suivi par les banques, j'ai décidé d'inventer un document pour le marché de l'emploi. Donc en fait, le dossier bancaire s'est transformé en un dossier de motivation puisque j'étais déjà anti-lettre de motivation à l'époque. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans pour faire en sorte de faire gagner du temps aux recruteurs et de passer devant tous les autres. Voilà. Et donc, dans ce dossier de motivation, vous allez avoir les lettres de recommandation, si vous en avez, vous allez mettre dedans. Votre CV, bien évidemment, page 4, parce qu'il y a un sommaire qui est très précis. Vous allez poser des questions à l'entreprise dès le départ, avec cadrage du besoin, par exemple. Ça peut être pourquoi vous recrutez maintenant, quelle est la compétence numéro 1 que vous recherchez, etc. Pour montrer qu'on est en posture d'apporteur de compétences et qu'on n'est pas seulement en mode, s'il vous plaît, donnez-moi un job et c'est tout, quoi. Voilà. Donc le but, c'est de faire gagner du temps à tout le monde et d'apporter toutes les infos qu'il aurait demandé dans des mails plus tard, tout de suite. Voilà. Bon, donc l'idée, c'est de gagner du temps. Désormais, et comme dans quasi toutes mes émissions, on va aborder un sujet auprès duquel on ne peut plus passer à côté, c'est celui de l'intelligence artificielle et qui, bien évidemment, a un impact sur la recherche d'emploi. Et ça tombe bien, puisque le 5 février prochain, vous sortez un ouvrage chez Vuibert, Décrochez votre job en quelques semaines grâce à l'IA. Alors, j'aimerais qu'on commence par 2 chiffres. Le premier, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris déclare que 80% des recruteurs utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle, à la fois pour justement la présélection des CV, pour améliorer l'efficacité des campagnes et aussi pour optimiser les descriptions de postes. Donc ça signifie que les candidats, ils doivent s'adapter à ces nouvelles données. Un candidat aujourd'hui qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, ça va être très très compliqué pour lui et ça va créer un fossé encore plus grand entre ceux qui ont peut-être déjà des difficultés à postuler et qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, par rapport à ceux qui ont peut-être déjà des qualités pour postuler, pour innover, et qui vont mettre en place l'IA et l'utiliser intelligemment. Ça risque de créer un fossé effectivement énorme. Et aujourd'hui, on le disait tout à l'heure en début d'émission, le temps est la ressource la plus précieuse, et l'IA peut faire gagner et fait gagner un temps qui est absolument considérable sur beaucoup de choses. J'ai plusieurs outils peut-être, je vous citerai après, mais qui peuvent faire gagner énormément de temps et puis être beaucoup plus efficace sur les informations
informations à donner aux recruteurs, sur les choses à dire, à ne pas dire. Voilà. Alors, le second chiffre, et d'ailleurs il y en a même plutôt 3, c'est que finalement 77% des demandeurs d'emploi déclarent déjà justement utiliser l'IA pour optimiser leurs recherches. Et chez les moins de 25 ans, le public qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce chiffre monte à 83%. Mais est-ce que tous les usages se valent quand on parle d'intelligence artificielle, quand on est candidat ? Non. Je vais donner un exemple tout simple. Quand vous demandez aux candidats aujourd'hui intelligence artificielle, et pas d'ailleurs qu'aux candidats, mais à tout le monde, c'est ChatGPT. Voilà, ça se limite à ça. Dans le livre, typiquement, je crois que j'en cite plus de 20. Voilà, mais le but, c'est pas de noyer les candidats. Et ici, l'un des problèmes, typiquement, c'est que les candidats vont dire fais-moi mon CV. Fais-moi mon CV. Ou alors, aide-moi à préparer l'entretien. Ou quoi répondre à cette question. Sauf que le problème, c'est que s'il se base uniquement sur ce que va donner l'IA qui en plus est perfectible, il faut faire gaffe aux informations qui sont données, notamment sur ChatGPT, en fait, si eux ne maîtrisent pas la réponse et la créent pas par eux-mêmes, quand ils vont arriver en entretien et que le recruteur va poser la fameuse question fatidique, si c'est l'IA qui a trouvé la réponse à la place du candidat, en fait, il va se retrouver bloqué aussi. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment déjà d'essayer, notamment pour la partie entretien ou même des posts LinkedIn. Certains publient des posts et ne maîtrisent pas le sujet. Et après, quand il y a des gens qui commentent, ils ne savent pas quoi répondre exactement. Donc c'est vraiment déjà de faire la chose soi-même. Et l'IA vient confirmer ou apporter un angle différent, mais il faut que la réponse vienne de soi-même à la base. L'idée, c'est donc pas de déléguer. Mais alors, comment bien l'utiliser ? Est-ce que vous avez des conseils peut-être à nous donner quelques-uns ? Alors, la première chose, c'est qu'une IA efficace, c'est une IA qui a un maximum d'informations. Typiquement, je vous donne un exemple. Quand dans la formation, quand je parle à nos candidats d'élite, c'est comme ça qu'on appelle nos candidats, dans la partie LinkedIn, ils ont un assistant qui crée leur post LinkedIn. La première chose, je leur dis, vous donnez à l'IA votre CV, peut-être en masquant les coordonnées, parce qu'attention aux infos qu'on donne à l'IA aussi, et à la collecte de données. Vous donnez votre dossier de motivation, vos lettres de recommandation, toutes ces choses-là. Et par rapport à ça, lui va avoir énormément d'informations sur vous, en fait. Et par rapport à ça, il va pouvoir personnaliser les posts, reprendre des anecdotes passées, peut-être, où vous n'auriez jamais fait le lien entre ce que vous cherchez aujourd'hui et l'anecdote, mais peut-être qu'il y en a un. Et donc, ça fait qu'au final, on n'a même pas l'impression que c'est l'IA qui l'a fait. Et une deuxième chose qui est importante, si je reprends cet exemple précis, c'est que l'IA va sortir un premier résultat. Mais là, il faut vraiment lui demander quelle note donnes-tu sur 100, par exemple, au poste que tu as fait par rapport au fait que je veux toucher des recruteurs dans tel domaine, le poste doit être assez court, utilise telle tonalité, il faut lui donner un max d'infos. Et lui, il va souvent donner une note entre 70 et 80 sur 100. Et là, on lui dit, augmente cette note-là, augmente l'appel à l'action, augmente l'accroche, puisque l'accroche, c'est 80% d'un post LinkedIn. Et donc là, il va refaire une V2. Et là, pour le coup, souvent, la V2 est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc il faut lui donner un max d'infos au départ et lui dire exactement quel est l'objectif de ce que vous voulez faire. Mais alors, quand les candidats utilisent finalement tous les mêmes outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'a pas un risque de candidatures qui deviennent très formatées et qu'elles finissent par toutes se ressembler ? Pas si on lui donne des informations précises au départ. Si effectivement, on lui dit « fais-moi un CV, voici mon nom, mon prénom », mais comme aujourd'hui sur toutes les plateformes sur Internet, vous regardez les CV, ça nous est tous arrivé, on va sur LinkedIn, on scrolle un petit peu, et puis on voit un CV, et en fait, c'est exactement la même forme que le nôtre, les mêmes couleurs, c'est juste que les infos changent. Si vous donnez un maximum d'informations, l'IA va vous permettre de vous démarquer à ce niveau-là, mais il faut vraiment faire ce travail en amont de donner les informations, qu'elles soient, oui, effectivement, si on est jeune, ça peut être sur des jobs d'été, ça peut être sur du bénévolat, ça peut être sur du sport collectif, même des choses qui paraissent anodines, finalement, ça peut donner un angle beaucoup plus humain en plus au poste. Ce qu'on reproche à l'IA, c'est que souvent, il n'y a pas d'émotion, donc en fait, c'est un poste très carré et en fait qui ne va pas être viral puisqu'il n'y a pas d'émotion. Et par définition, un post viral est un post qui suscite une émotion. Bon, pour retrouver l'ensemble des conseils de Nicolas sur l'intelligence artificielle, je vous invite à retrouver en librairie à partir du début du mois de février, décrocher votre job en quelques semaines grâce à l'IA. Merci beaucoup Nicolas Dezeuvres d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur d'Assure ton avenir. D'ailleurs, juste en un mot, les tarifs d'Assure ton avenir ? Là, on est autour de 400 €, sachant qu'il y a un accès à vie, on ne paye qu'une fois pour toute sa carrière, donc ça fait 1 € par jour pendant 1 an à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Bon, merci encore d'avoir été avec nous. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Bremont d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous d'être toujours fidèles à l'École du Futur. On se retrouve dès demain à 12h30 et c'est toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.